Enfant, quand j'échappais à un danger, un péril, aussi minime fût-il, ou quand il m'arrivait quelque chose de bon, ma mère me disait « Tu es né sous une bonne étoile » ou encore « Tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête ». Certes, l'idée d'être ainsi élue et protégée me plaisait bien sûr. Cependant cette formule me mettait obscurément mal à l'aise, comme si cette bonne étoile m'empêchait de ressentir quoi que ce soit, vrai chagrin ou vraie joie. Enfant, j'entendais aussi d'autres choses. Ma grande-tante Denise Mitskoun me parle de l'étoile jaune qu'elle a portée pendant la guerre, de l'obligation qui lui est faite de la coudre sur son vêtement. Elle préfère le système de l'épingle à nourrice, amovible. J'ai gardé cette étoile qu'elle m'a donnée, percée de 2 petits trous et impeccablement doublée de soie jaune. Chez mon grand-oncle Maurice Binstock, je vois la photo d'un petit garçon. J'apprends que c'est son fils, Robert, âgé de 7 ans. Maurice, ancien ouvrier du cuir, est affecté, à Auschwitz, au tri des chaussures des enfants gazés. Il reconnaît celles qu'il a lui-même fabriquées pour son fils. J'apprends aussi que la petite fille en médaillon, sur le mur de la chambre de ma grande-tante Sonia, est sa fille, Rachel, déportée à l'âge de 4 ans, et jamais revenue non plus. Ma grand-mère me parle de Fanny, ma petite cousine. Elle me raconte comment, arrivée à 2 ans et demi à Paris, et ne parlant que le yiddish, elle apprend très vite le français. Fanny, 14 ans, sa sœur Lucienne, 8 ans, leurs parents, Madeleine et Wolf Lerner, prendront chacun et séparément le chemin vers Auschwitz-Birkenau. Aucun d'eux ne reviendra. Voilà le genre d'histoire qu'il m'est arrivé d'entendre dans mon enfance, mon adolescence. Je les trouvais tristes, incroyables, mais elles ne me faisaient au fond pas plus d'effet qu'un vieux film en noir et blanc, comme si elles ne me concernaient pas vraiment. J'étais incapable d'approcher la douleur des miens. Au fil du temps, ma bonne étoile est devenue aléatoire, voire improbable. Et ces histoires-là m'ont rattrapée, obsédée même. J'ai lu, travaillé, je me suis informée sur cette époque, et puis j'ai rencontré ceux qui furent sur le lieu du crime, les rescapés de la Shoah. J'avais besoin de leurs paroles, je voulais savoir comment ils s'étaient débrouillés, après, avec la vie, avec les morts. C'est en Alsace, où je vis, que 5 d'entre eux ont accepté de me parler. Gustave Simon naît à Brüttich, en Allemagne, au bord de la Moselle. Son père, Auguste, est marchand de bestiaux. Regina, sa mère, tient une petite épicerie. En 1936, à l'âge de 13 ans, Gustave, le plus jeune de leurs 6 enfants, quitte l'Allemagne pour rejoindre son frère Rudolf à Strasbourg et travailler comme apprenti boucher. Il ne reverra plus jamais ses parents. Sa sœur aînée, Hertha, émigre en Amérique. Son frère, Sally, en Palestine. Irma, handicapée, est euthanasiée en 1942 en Allemagne. Ses parents y sont assassinés la même année. Son frère Ludwig, lui, mourra à Auschwitz. Gustave Simon, juif et allemand, est successivement interné par les Français en 1940, puis libéré par les troupes allemandes, pour être finalement livré à la Gestapo par la gendarmerie française en août 1942. Après une nuit à Drancy, il est déporté à Auschwitz où il restera 30 mois dans différents camps de travaux forcés. Libéré par les Russes fin janvier 1945, il est rapatrié en France. Il a 22 ans. Vous vous intéressez mais je pense tout ça, ça vient beaucoup trop tard. Pour la même, on dit aujourd'hui pour la mémoire, et pour la mémoire, qui s'intéresse encore pour la mémoire. Sur 1000 personnes de mon convoi, il y en a 11 qui sont revenus. Et parmi les 11, c'est moi. Comment voulez-vous expliquer à quelqu'un que vous revenez? Et on se demande des fois pourquoi moi je suis revenu.
Et maintenant, je vis avec mes cauchemars. Pas grand-chose à ajouter. Personne ne comprend encore aujourd'hui. Si on n'a pas été dans ce cas-là, on ne peut pas comprendre. Il n'y avait plus de vie. On n'était plus personne. Moi au moins. Il fallait s'habituer. Des contraintes. Des coups. Et puis petit à petit, on est rentré à Strasbourg et puis j'ai refait ma vie aujourd'hui. Je suis volontaire, un bénévole pour la Tara, ça veut dire la toilette des morts. J'assiste en principe à toutes les toilettes de mort à Strasbourg, si je suis à Strasbourg. À tous, sans exception. Le minimum, c'est 5-6 personnes pour faire la toilette. Des fois, on est 10, des fois, on est 15, des fois, on est 20 présents. Et chacun fait quelque chose. Quelque chose. Chacun touche quelque chose. Laver, habiller, mettons bien, chacun a 3 à 1 chose. On est là pour ça. On reste fidèle à ses origines. Et puis je suis profondément juif. Je suis pratiquant de religion. Mais on est des hommes comme les autres. Hommes ou femmes, pareil. J'ai toujours demandé pourquoi on a la haine des Juifs. Déjà très jeune. Ça, on me l'a fait sentir déjà à mon plus jeune âge. Dans chaque village, il y a un juif. Dans chaque village en France, il y a un juif à la croix. Et puis on a la haine des juifs. Je ne comprends pas. Et les juifs resteront toujours. Quoi qu'il arrive, quel chômage, c'est la faute des juifs. S'il y a un mauvais temps, c'est la faute des juifs. Il y a trop de soleil, c'est la faute des juifs. S'il y a autre chose encore, c'est la faute des juifs. C'est facile. Béar Albert, 7 ans. Béar David. Béar Joseph, 7 ans. Béar Louis. Béar Rachel. Béar Régine. Béar Rose. Béar Zara. Béar Sultana. Béar Maurice. Béar Yolande. Bémoira Claude, 4 ans. Bémoira Jacqueline. Bémoira Léon. Le père et la mère de Simone Pollack sont nés en Alsace. Son grand-père paternel venait de Pologne. Devenu indésirable dans l'Alsace déclarée dès 1940 Judenrein, c'est-à-dire purifié des Juifs, Simone se replie dans un petit village du Jura avec sa mère et son frère. Le 27 avril 1944, Simone n'a pas tout à fait 15 ans, ils sont arrêtés tous les trois par la Gestapo, emmenés à Lons, puis à Drancy, où ils passent quelques jours avant le départ de leur convoi. Le 23 mai, dans les cris, les vociférations, sur le quai d'une gare et devant 2 gradés allemands, 2 files se dessinent.
une à droite, l'autre à gauche. Sa mère, Julie, son frère, Benoît, 11 ans, partent d'un côté, Simone de l'autre. Ils viennent d'arriver à Auschwitz-Birkenau. J'ai rêvé pendant des années, que je les retrouverais. Que je me suis retrouvée autour d'une table, autour d'une lampe, et que je les retrouverais. Et ça, c'était mon point, que c'était disons, c'était ma force. Il fallait que je pense à ça. Même que je savais, même en rentrant même, je me disais, il faut absolument que j'aille, que je prenne les cours, que je continue mes études. Si mon frère revient, il faut absolument que ce soit moi qui, parce que pour ma mère, j'avais plus d'espoir. Mais mon frère, on ne sait jamais, il fallait que j'aille, il fallait que j'assume, etc. Mais ceci pendant des années. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le deuil si facilement que ça. Au contraire, même si on a été là-bas, on ne peut pas croire, on ne peut pas le croire. C'est pratiquement impossible de s'imaginer dans une vie normale que les vôtres aient pu être supprimés de cette façon-là par d'autres hommes. C'est très difficile de ne pas avoir une tombe où se recueillir. Parce que vous avez un monument, le monument il est froid, le monument il y a des noms. Je vais tous les ans, je vais sur les cimetières parce que j'y retrouve les tombes de mes grands-parents. Et je sais que ça ne compense pas ceci ne compense pas cela, mais néanmoins c'est un attachement à la famille. Et bon, on ne peut pas vivre avec les morts, mais on ne vient pas comme ça sur terre sans rien. Et on est quand même issu de quelque part et on part, on laisse. Bon, pour moi, voilà, je n'ai pas de tombe où me recueillir, mais il y a suffisamment de place, on peut aller. Bien que je porte en moi cette marque indélébile, elle est gravée en moi à l'intérieur, il fallait que je la laisse de côté et il fallait que je vive avec, mais tout en la laissant de côté, pour pouvoir vivre, pour pouvoir dormir, pour pouvoir m'assumer. Aujourd'hui, bon, par rapport à mes amis, aujourd'hui je pourrais être mère, aujourd'hui je pourrais être grand-mère. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de petits, a fortiori de petits-enfants. Aujourd'hui, eh bien, je dirais presque que c'est la période qui me convient le mieux. Les morts, ce n'est pas qu'on y pense, qu'on les a oubliés, mais à 75 ans, vous avez le droit de vivre, à 75 ans, vous avez le droit, si dans votre vie, vous avez vécu, bon, normalement, et avez toujours fait ce qu'il fallait faire, vous avez le droit de vivre au calme, sereine, pour pouvoir mourir sereinement un jour. Blum Babette, Blum David, Blum Frédéric, Blum Germaine, Blum Jeanne, 17 ans, Blum Lucien, Blum Madeleine, 15 ans, Blum Zach, Eva, Bocara Jacques, mon père, Bocara Henri, Bocara Simone, ma sœur, Bodic, Vladimir, Bogatti, Falga. Gilbert May a été arrêté à l'âge de 19 ans dans la région du Centre. De la prison de Clermont-Ferrand, il est conduit au camp du Struthof, dans les Vosges, puis à Dachau, d'où il est libéré en avril 1945. Gilbert May est né à Strasbourg. Sa famille est l'une des plus anciennes familles juives d'Alsace. En 1940, il vit avec ses parents et son frère à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher. Sa mère, malade, meurt en 1941. L'année suivante, après la rafle du Veldiv, son père s'engage dans les réseaux essayant de cacher des enfants juifs. Il faut trouver des familles d'accueil, des tickets de ravitaillement. Gilbert, 17 ans, et son frère, 15 ans et demi, entrent dans un mouvement de résistants. Le 6 juin 1944, ils font partie du groupe de FFI du Cher qui attaque et occupe Saint-Amand.
Contraints de se replier dans le maquis de la Creuse, Gilbert et son frère Jean-Pierre tombent le 19 juillet 1944 sur le régiment SS Das Reich. Et quand les SS sont vraiment arrivés sur nous, il m'a mis debout. Pourquoi, j'en sais rien. Et mes 7 copains qui étaient restés allongés ont eu chacun une balle dans le crâne, et moi j'ai pas eu de balle dans le crâne parce que j'étais pas. Mon père a été fusillé par la milice le 4 juillet 1944. Mon frère il a été fusillé le 21 janvier 1945, un jour avant la libération de Cologne, à Siegburg. C'était la prison à côté de Cologne. Donc j'ai ramené mon frère et mon père ici au cimetière de Cronenbourg. Je ne vais quand même pas les laisser là-bas. Le souvenir de ce que j'ai subi au camp, bon, c'était dur, mais pour moi le plus dur, ça a été la perte de mon frère. Hein. J'y pensais les jours. Hein. Comme ça. D'ailleurs, mon frère a écrit une lettre 1 heure avant d'être fusillé. C'est dur de mourir à 18 ans, mais j'ai tellement souffert que cela me laisse froid. Je me réjouis de retrouver ma mère dans les cieux. Mon père, tu avais un fils qui t'aimait et qui n'a qu'une peine, c'est de te voir souffrir maintenant. Bon, il ne savait pas que mon père était fusillé. Au revoir toute ma famille, cher ami. J'espère pouvoir compter sur toi pour exécuter mes dernières volontés. Dis également à mon frère de créer une famille, une belle famille, avec beaucoup d'enfants pour que notre nom ne périsse pas. Bien amicalement, Jean-Pierre May, il est 7 heures, encore 1 heure à vivre. Voilà. J'en parle à mes gosses, je parle à mes petits-enfants. J'ai mon arrière-petit-fils maintenant, qui a 1 an, là. Il ressemble à mon frère, mais comme 2 gouttes d'eau. C'est chure comme tout. Hein. Nos enfants, directement après la guerre, ils ne voulaient pas en parler. Et puis, j'avoue que nous, on n'en a pas parlé pendant une bonne dizaine d'années. On n'en a pas parlé parce que d'abord, on ne voulait pas en parler, ça faisait remonter à nous des images et tout. Et ces images, nous, on essayait de les enfouir. Hein. Et puis, quand elles étaient enfouies, on était content d'avoir et on ne voulait pas qu'elles remontent. Nos petits-enfants et tous les jeunes, les gosses maintenant sont archi intéressés. Hein. C'est pour ça que je vais dans les écoles pour leur dire ce qui s'est passé. Pas pour leur dire ce que j'ai subi moi, mais pour leur dire qu'il faut qu'ils fassent attention, que la liberté c'est fragile, que la liberté il faut la défendre tous les jours, toutes les heures. Et quand on leur dit que la liberté c'est fragile et que quand on l'a perdue, ben, ça coûte beaucoup de sang et de sueur pour la reconquérir, ils se mettent quand même à réfléchir un peu. Nous on s'est battus franchement pour un monde meilleur, un monde plus juste, un monde plus libre et finalement on a repris ce combat. Et ça a toujours été ma ligne de conduite jusqu'à aujourd'hui. Quand je vois qu'un mendiant qui demande du pain ou des gars qui couchent dans la rue, moi je deviens fou parce que franchement on s'est battu pour que ça n'existe pas. Donc, et comme ça existe encore, ben, il faut continuer le combat et il faut qu'on dise à nos gosses que c'est ça la ligne de conduite à suivre. Dès que je suis rentré, j'étais militant communautaire. Hein, je me suis impliqué tout de suite dans la vie communautaire. J'étais administrateur de la communauté pendant 2 mandats. Je m'occupe encore aujourd'hui du cimetière, enfin de la mise en bière. Parce que quand on a vu de quelle façon les morts étaient traités au Struthof ou à Dachau, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe de ceux qui meurent maintenant. Mais je suis pas pieux, je suis pas archi pieux, mais je pense qu'on a 2000 ans d'histoire, ben, on ne peut pas laisser tomber. Donc il faut continuer à se battre. Mais la vie, c'est un combat continu. Hein. Donc,
n'y a rien de changé. Cohen Judas, Cohen Léon, Cohen Lisette, ma petite cousine, Cohen Lucien, Cohen Malka, Cohen Marinette, Cohen Maurice, 13 ans, mon oncle, Cohen Mentoche, mon grand-père, Cohen Neojma, Cohen Rachel, Cohen... Ephraim Rosen est né en Pologne. À l'âge de 20 ans, il connaît Auschwitz-Birkenau, les travaux forcés dans les mines de Jaworzno, la marche de la mort jusqu'à Buchenwald. Libéré en avril 1945, il s'installe en France. Il est aujourd'hui grand rabbin à Strasbourg. C'est le seul survivant de sa famille. En 1940, il a 15 ans quand l'Allemagne envahit son pays et instaure la constitution de ghetto pour les Juifs. Il vit avec ses parents dans le ghetto d'Ostrowiec, sa ville natale. Sa mère y meurt du typhus le 11 septembre 1942. Un mois plus tard, commence la grande déportation des Juifs. Sa famille, ses 5 sœurs, son neveu d'à peine 2 ans, sont rassemblés sur la place du marché avec les autres habitants du ghetto. Ils prendront tous la direction de Treblinka. C'était la volonté de mon père que je survive. Si mon père ne m'avait pas poussé pour me cacher pendant que les fauves couraient pour ramasser les Juifs et les mettre dans les wagons, les expédier à Treblinka, je ne serais pas là aujourd'hui. C'était ça sa volonté. Moi, je voulais partir avec mon père sur l'Umschlagplatz, sur la place de rassemblement, et subir ce qu'il lui a subi, ce qu'il subira, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore. Nous sommes arrivés à Birkenau, c'était fin juin 1944. Fin juin 1944, tout marchait encore. Alors on plaisantait, vous voyez, on sentait d'abord cette fumée âcre qui nous raclait la gorge, mais on voyait aussi ce qui se passait. Alors on plaisantait, l'un demande à l'autre, on en sortira, on n'en sortira pas, on en sortira sûrement. Si ce n'est pas par la porte, ce sera par la cheminée. Voilà comment on se consolait. Hitler a voulu davantage détruire le judaïsme que les juifs. C'est-à-dire la civilisation juive, la religion juive, celle qui croit en l'éternité, que les juifs physiques. Il voulait détruire l'âme juive. Voilà. Et ça, il ne l'a pas atteint. Et c'est là qu'il a échoué. J'honore mon père au jour où il a été fusillé sur la place de rassemblement, Umschlagplatz, en 1942. Ma mère, la veille de Rosh Hashanah, puisqu'elle est morte dans le ghetto, et quant à mes sœurs, je rappelle leurs souvenirs chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle le souvenir à la synagogue, le souvenir des disparus. Quand ferons-nous le travail du deuil? Voyez? Quand? Effectivement, une question se pose pour ceux-là, comment faire le deuil? Comment faire le deuil? Personnellement, je pense que c'est en rappelant constamment le sacrifice de ces personnes. Tous ceux qui ont vécu cette période, soit dans le camp, soit en se cachant, soit encore dans un autre pays, tous les juifs, en principe, et tous ceux qui ont ressenti, même les non-juifs, qui ont ressenti le mal de la Shoah, ont ensemble l'idée ou le devoir de la reconstruction. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il demeure
vide. Il fallait remplacer ceux qui sont partis. D'ailleurs, l'espoir de chaque homme qui n'est pas éternel ici-bas, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et cette projection dans l'avenir, ce sont les enfants. Je n'ai pas voulu élever des enfants de parents déportés. Voilà. Ils n'étaient pas... n'ont pas souffert, nous avons tout fait, même au détriment de notre intimité, vous voyez, pour que les enfants ne s'aperçoivent pas de notre souffrance antérieure. Oh, il a fallu travailler pour en arriver, ça c'est une conclusion, vous voyez. Il fallait d'abord réfléchir, étudier et vivre. Grâce à Dieu, je peux vivre. La religion est d'une grande richesse de ressources, de consolation et de réconfort. Je reconnais. Je reconnais. Un des regrets que nous avions pendant que nous subissions le joug des nazis, c'était de ne pas pouvoir nous défendre. De sorte qu'on s'est promis que ça n'arriverait plus, qu'on saura se défendre, soit par la parole, soit par les armes, s'il le faut. Voilà. Ma tante Fogelman Anna, 14 ans. Ma grand-mère Fogelman Estera. Ma tante Fogelman Jacqueline, 6 ans. Mon oncle Fogelman Michel, 1 an. Ma tante Fogelman Paulette, 12 ans. Jusqu'en 1939, Eliane Picard vit en Alsace, à Ensisheim, où son père est médecin. Après quelques pérégrinations dans la France occupée, sa famille se fixe à Toulouse, où Eliane, 18 ans, participe à des activités résistantes. Elle est arrêtée au mois de mai 1944, sur dénonciation, avec ses parents et 2 de ses sœurs. La plus jeune, Ninon, a 11 ans. Seul, son frère parvient à s'échapper. Internés à Drancy, ils sont déportés le 20 mai 1944. Avant le camp de Bergen-Belsen en Allemagne et celui de Mauthausen en Autriche, elle reste 8 mois à Auschwitz où elle retrouve sa sœur aînée. On était ballottés comme un carton, comme je sais pas, un paquet, pas autre chose, des paquets, hein. Quand notre train balait à droite et à gauche, on ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver, ni rien, hein, jamais. Hein, on ne savait pas. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va passer à cette chambre à gaz, ou demain, ou après-demain? Ça, c'est quelque chose qui ne nous quittera jamais. C'est dans nous, en nous, et toujours avec des remords. Pourquoi nous? Pourquoi nous, hein, les quelques-unes qui sont là, ou les quelques-uns qui sont là, et pourquoi tellement de tant d'autres, tant de millions d'autres? On a presque honte, vous savez, d'être ici. Parce qu'on se demande, d'ailleurs ça a été le cas au début, on demandait, vous savez, souvent ça a été demandé, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir d'un camp? Et quand vous entendez ça, ma maman était premier prix de chant, elle chantait extraordinairement bien, vous voyez, si elle avait vécu à une autre époque, elle serait devenue une artiste extraordinaire. Papa était un grand érudit et il disait quand on va à Rome, il faut prendre la première rue à droite, la troisième à gauche, on arrive place Saint-Pierre, il n'avait jamais mis les pieds.
Et ma petite sœur, elle a toujours eu le premier prix, ou le prix d'excellence, ou le prix d'honneur. C'était une très bonne élève. Et puis alors, voyez la jolie petite fille que c'était à l'époque. Je ne les ai jamais attendues. Jamais. Mes sœurs et frères, oui. Moi, jamais. Pas une seconde. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Mon frère, le plus jeune, qui est né en 30, eh bien, lui, il n'a jamais supporté, il a toujours été en dépression. Depuis la déportation des parents, il n'a jamais été en bon état. Et ça fait 15 ans qu'il n'est plus là. C'était le plus jeune, vous voyez, de nous, et puis il n'a jamais supporté, ma sœur aînée non plus. Pour moi, personnellement, eh bien, où il fallait vivre, en parlant, en vivant, en restant dans le camp, si on peut dire. Hein. On n'en est jamais sorti finalement. Ou alors, il fallait faire semblant et de dire que bon, il faut vivre une vie normale, il faut élever les enfants normalement et non pas je vous dis, dans l'horreur et dans la misère, c'est pas possible. Hein, il y avait plusieurs choix à faire. Nous avons fait ce choix-là. Mon mari, lui, qui était dans le maquis, lui parlait très souvent de sa résistance, qui était tout à fait quelque chose d'autre, qui n'avait rien à voir avec ce que nous avons passé. Et bien, lui, il en a parlé très souvent. Moi, j'ai jamais parlé comme ça par bribes, de temps en temps. On disait un petit mot de ceci ou de cela, mais j'ai jamais voulu, surtout pour les enfants, de vivre dans un cauchemar perpétuel. Il suffisait que leur mère, de temps en temps, avait des cauchemars et ça, ils l'entendaient. Ça m'arrivait plus d'une fois dans la nuit de devoir prendre une douche parce que j'étais toute, si on peut dire, transpirante d'horreur ou de cauchemars. Mais ça, il le savait automatiquement, bien sûr, il l'entendait. Je me disais, et pourquoi que nous, on n'a pas de grand-mère et de grand-père? Tous les copains, ils ont des grand-mères et des grands-pères et nous, on n'en a pas. Et c'est des questions tout à fait simplettes, mais vraies. Il disait, les enfants, ils avaient pris l'habitude, ils disaient, c'est quand même pas juste, nous on n'a pas le droit d'écrire sur les murs, on n'a pas le droit d'écrire sur les portes, et toi tu as écrit sur ton bras, et on te dit rien, toi. Évidemment, les gosses, ça crayonne de tous les côtés, hein. Et alors, paf, ils se faisaient recevoir des petits coups sur les mains en disant, on n'écrit pas. On n'écrit pas sur les murs, on n'écrit pas dans leur chambre au-dessus du lit, il y a des histoires pareilles. Hein. Tous les gosses du monde, ou si c'est par terre, ça écrit aussi. Et pourquoi que nous, on n'a pas le droit d'écrire au mur et toi, tu t'écris sur le bras? Alors on lui dit, ouais, écoute, maintenant tu es encore un peu trop petit, quand tu seras un peu plus grand, on t'expliquera qui est-ce qu'il a fait. Comment pouvez-vous qu'ils puissent comprendre une chose pareille? C'est pas à imaginer, on ne peut même pas le raconter. C'est inimaginable. De dire, voilà, on a emmené des gens dans un train, on les a mis dans un train, on les avait mis dans un train, on les a emmenés dans une chambre à gaz, on les a tués, puis hop, on les a brûlés. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut? Mais comment voulez-vous que les enfants puissent comprendre des choses comme ça? On a commencé vraiment à en parler. Quand on nous l'a demandé, nous ne sommes jamais mis en avant. Hein, il fait 20, 25 ans maintenant que je vais dans les écoles, et encore j'y vais quand on me le demande de venir. Hein, pour moi, c'est un auditoire, c'est une toute petite leçon d'histoire. Finalement, nous avons toujours dû nous batailler, ça c'est sans doute dans les gènes. Écoutez, il y a 2000 ans qu'on ne fait que se bagarrer contre les uns et contre les autres, et ça continue. Hein, pendant quelques années, c'était à peu près tranquille, et paf, hein, depuis un an ou deux, tout recommence. Alors j'ai l'impression qu'on doit avoir ça dans les gènes. Je ne sais pas. Parce qu'autrement non, ben alors là c'est fini, hein, on fait autre chose, on change complètement, on change de religion, on laisse tomber, je sais pas quoi, non. J'ai dit, ça c'est pas possible, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, puisque finalement, il y a tellement de gens qui, depuis 2000 ans, et encore plus après, avant, ça fait un peu trop loin, on ne va pas aller chercher si loin, hein, mais vraiment essayent de se battre et essayent de survivre, après tous les pogroms, après toutes les exactions, après les inquisitions, après tout, et bien nous avons un devoir envers ces gens-là, pour moi. Alors que je ne suis pas du tout religieuse, madame. Moins que religieuse. Mais je suis juive et je resterai toujours juive. Donc pour moi, si jamais, malheureusement je ne sais pas comment ça va se passer avec mes petits-enfants, mais pour moi ce serait casser la chaîne. Il y a une chaîne. Pas une chaîne qui nous fait mal, mais une chaîne, c'est un maillon d'une chaîne. Donc ce maillon ne doit jamais manquer, parce qu'après, à ce moment-là, ils auront gagné, tous.
Goldman Pinchot, Goldberg Charles 2 ans, Goldberg Regina, Goldblum Salomon, Goldenberg Betty 6 ans, Goldenberg Georges, Goldenberg Rachel, Goldgrab Samuel, Goldman Bernard, Goldschmidt Henri. Hélène Piralian est philosophe et psychanalyste. D'origine arménienne par son père, elle apprend très tard le génocide des Arméniens par les Turcs. Tout un pan de son histoire prend sens pour elle à ce moment-là. Hélène Piralian a ensuite beaucoup écrit, réfléchi à partir de cette question. C'est la lecture de son livre « Génocide et transmission » qui m'incite à la rencontrer. Je viens lui demander, entre autres, pourquoi, en ce qui concerne cette histoire-là, l'oubli ne fait pas son œuvre. Pourquoi la pensée des miens morts pendant la Shoah et que je n'ai jamais connue reste 60 ans après, si présente, si insupportable. Des gens qui ont des vies dramatiques, des gens difficiles, bon, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais qu'un maillon saute de la génération qui a un vide à la place, ça c'est autre chose. C'est ça le projet du génocide justement, c'est de faire que les gens deviennent n'ayant jamais existé. C'est pas de les tuer, c'est de les faire même disparaître comme ayant existé. C'est ça qui est le pire. La vie, justement, se transmet d'une certaine manière, enfin de génération en génération, dans quelque chose qui se poursuit. Et si c'est cassé, ça, la vie ne va plus de soi non plus. Il y a le meurtre de ceux qui vous transmettent, mais il y a aussi, je pense, peut-être aussi l'insupportable qu'on vous tue votre descendance. C'est-à-dire que le meurtre du futur se fait devant vous. Et alors que le futur, où les enfants peuvent être porteurs de ce qu'on n'a pas ou n'aura pas, ou même jusqu'à la mort, on peut partir en chambre à gaz éventuellement en se disant mais mes enfants ou les enfants vont poursuivre. Donc il y a une part de soi qui se poursuit. Là, ça aussi, on est privé. Enfin, ceux qui vont mourir ou qui pensent qu'ils vont mourir, parce qu'il y a des survivants qui ne sont pas morts mais qui pensaient qu'ils allaient mourir, eh bien, cette possibilité-là que quelque chose se poursuive en d'autres, après leur mort, leur est en même temps ôtée. Toutes ces destructions de valeurs, toutes ces destructions aussi d'affect par rapport à l'autre, ça ne s'arrête pas le jour où le génocide complète. Après, il faut qu'elle arrive à se réhumaniser, que le vrai processus qui a été mis en place de destruction et de ces gens-là, et donc de leurs descendants, soit reconnu et dit, et élaboré. Et que cette chose-là soit dite et élaborée dans l'espace collectif humain, qui, au-delà même de la communauté qui en est la victime. Cette pensée collective, c'est la première tombe. C'est une tombe symbolique pour ces morts. Porter la douleur de cette mort en vivant quand même, ça c'est ce qui nous échoue, je crois. C'est-à-dire ne pas être détruit par la douleur de l'autre. La seule chose en dernier recours qu'on leur doit, c'est justement de ne pas perdre sa vie. Parce qu'à ce moment-là aussi, c'est la seule manière de poursuivre du vivant. On dit aussi que s'ils étaient là, ils diraient ça. Ils n'auraient pas envie qu'on en meure. Donc la transmission, c'est aussi quand même l'idée que les générations d'avant vous veulent du bien, c'est-à-dire veulent que vous viviez. On peut aussi se dire, s'ils étaient là, ils aimeraient bien qu'on leur dise, voilà, j'ai fait ça et ça, j'ai pu, malgré. J'ai pas été détruit avec vous.
Moi en vous n'a pas pu être détruit par eux. Donc ils n'ont pas réussi entièrement. Drancy, banlieue est de Paris. Ici furent rassemblés, parqués, les Juifs de France arrêtés par la Gestapo et la gendarmerie du gouvernement français avant d'être expédiés vers l'Est. Nous sommes le 30 mai 2004. Beat et Serge Klarsfeld, fondateurs de l'association Les Fils et Filles des déportés juifs de France, organisent la lecture des noms de ceux qui furent déportés depuis ce lieu. La cérémonie se déroule à midi, à la date anniversaire du départ de chaque convoi. Il s'agit aujourd'hui du convoi numéro 75. Ce que j'y entends me bouleverse. Autant d'échos, d'un silence qui a duré parfois presque 60 ans. Nous le savons, la solution n'était pas finale. Elle déborde sur nos vies, et cet héritage-là n'est précédé d'aucun testament. J'arrive d'Israël avec ma femme, accompagnée par ma belle-sœur, des amis, mon beau-frère, pour rappeler la mémoire de mon père qui est parti par ce convoi 75. Depuis 60 ans, nous souffrons de son absence. C'est difficile de se sentir tout à coup confronté à 60 ans pour la première fois de sa vie, à l'origine de sa vie, et de rendre hommage à un père que l'on n'a pas connu. Et devant vous, je lui dis au revoir papa. Je m'adresse à vous en tant que petite fille de déportée, à la demande de ma maman ici présente et de ses frères qui l'accompagnent. Bien qu'il ne s'agisse pas de parents très proches, j'ai tenu à venir aujourd'hui parce que je pense être le seul à pouvoir encore me rappeler d'eux et à les avoir connus dans mon enfance. Je veux justement rendre hommage à tous ceux de mon convoi. Et malheureusement, nous ne sommes plus que 2 survivants, c'est peu. Hein. Quand j'ai vu madame tout à l'heure intervenir, j'avais envie de l'embrasser tout simplement parce que je me dis, elle devait être à côté de maman, si elle ne la connaissait pas. Skosowski, Yosef, celui-là il a disparu des listes, il a disparu de France, il a disparu de Pologne, il a disparu de Suisse, de Vittel. Impossible de le retrouver, mais à mon avis il a bien disparu. Nous allons commencer maintenant la lecture des noms de tous les déportés, comme nous le faisons à chaque cérémonie. Abramovis, Joseph. Achouch, Albert. Esner, Dora. Esner, Léon. Agencher, Esther, 15 ans. Al-Bakri, Benjamin. Algara, Isaac. Alman, Serka. Hatch, Jacques. Hatch, Paul. Altmayer, Martin. Altman, Bella, 11 ans. Altman, Benjamin, 8 ans. Altman, Mayer, 10 ans. Altman, Meta, 12 ans. Altman, Paula, 6 ans. Altman, Ruth. Altman, Sarah, 7 ans. Ament, Hans, 10 ans. Amon, Joseph. Amster, Anna. Amsterdam, Léon. Anav, Fortuné. Anav, Joseph.